Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo, alors soyez indulgents s'il vous plaît. Voilà 2 mois que j'ai commencé à vivre au Japon. Donc, ça fait 2 mois que je suis étudiant dans une école au Japon, à Tokyo. Et pendant tous ces moments d'administration, on va dire, pour aller jusqu'au Japon, j'ai eu un peu de mal à retrouver tous les détails euh, pour l'administration. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour reparler de comment moi je me suis pris et d'aller sur certains points, certains détails que j'ai eu un peu de mal peut-être à trouver sur internet. Donc je vais peut-être essayer dans cette vidéo de rassembler point par point quelques étapes pour, pour entrer sur le territoire japonais et, euh, et pour vous permettre d'y étudier. Donc j'espère que ça pourra servir. Auquel cas, la vidéo existe. Voilà. Comment faire pour aller sur le territoire? Eh bien, tout d'abord, il vous faut un visa. Tout d'abord, il vous faut un visa si vous comptez rester plus de 3 mois sur le territoire japonais. Vous êtes obligé d'avoir un visa. Si c'est moins de 3 mois, vous pouvez juste un passeport suffit. Un passeport suffit si vous restez moins de 3 mois sur le territoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si c'est pour des vacances ou d'entrer dans une école pour moins de 3 mois, c'est possible. Donc dans ce cas-là, vous aurez sûrement pas besoin d'avoir un visa. Vous aurez sûrement pas besoin d'avoir un visa. Si vous allez en dessous de 3 mois, pas besoin. Euh, Cependant, c'est très fréquent. Enfin, vous ne pouvez pas apprendre le japonais en 3 mois. Donc ceux qui restent plus longtemps, vous aurez besoin d'un visa. Alors comment moi je m'y suis pris pour réussir à rentrer sur le territoire? Eh bien, je suis passé par une agence franco-japonaise que je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien en description, évidemment, qui s'appelle Gogo Nihongo. Gogo Nihon ou Gogo Nihongo, je me souviens plus. Mais dans tout cas, c'est pas similaire. Donc vous avez le lien en description qui va vous aider. Donc c'est des Français et des Japonais qui, qui habitent au Japon. Donc ça, faudra bien vous remémorer qu'ils habitent au Japon. Hein, que ça se passe au Japon. Donc vous êtes en France, mais les contacts sont au Japon. Faudra que je vous expliquerai pourquoi c'est important. Du coup, ils vont vous aider à faire toutes les administrations qui vont vous permettre d'obtenir le visa, intégrer une école, parce qu'ils sont en collaboration avec des écoles. Et donc c'est par ces biais-là, donc quand vous ferez des recherches d'écoles, ça sera par cette agence-là que vous les trouverez, ces écoles-là. Et les hébergements aussi, en collaboration avec des agences d'immobilier. Donc voilà, ça vous permet de faciliter tous ces moments un peu chiants, on va pas se le cacher, de l'administration. Je me suis servi de ça parce que bon, je me sentais pas de le faire tout seul évidemment. Une fois que vous êtes inscrit sur ce site, euh, vous allez chercher. Déjà, il va falloir savoir où est-ce que vous voulez vous placer, donc dans quelle ville, Tokyo, Osaka, Kyoto, même Andorre. Hein. Hokkaido, il y a énormément d'endroits. Hein. Vous pouvez trouver facilement dans pas mal d'endroits. Ça peut toujours être sympa de sortir de la ville. Hein. Ça peut être vraiment pas mal. Moi, pour le coup, je suis à Tokyo. C'était pas forcément mon choix. Là-bas, je voulais aller à Osaka, il n'y avait plus de place. Je voulais aller à Kyoto, il n'y avait plus de place. Donc, je suis allé à Tokyo. Niveau argent que je vous conseille d'avoir quand même pour partir vivre au pays, euh, faire une liste. Moi, mon école, par exemple, mon école coûte. On peut penser que les écoles à l'étranger coûtent excessivement cher, mais finalement, vous savez, ça a le même prix qu'une école privée. Moi, j'étais dans une école privée, dans une école supérieure privée en France. Elle coûte le même prix que mon école actuelle au Japon. C'est 6 000 € l'année. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Je paye en 2 fois. Donc mon école coûte 6 000 €. C'est, c'est un prix, c'est un prix normal quoi. C'est un prix normal. Voilà. Le prix de vie au Japon. Pour le prix de vie au Japon, donc quand je parle de prix de vie, je veux dire pour tout ce qui est courses, c'est clairement la seule chose à laquelle je pense. Hein, la seule chose
Je suis on va dire un survivaliste, c'est-à-dire que moi j'achète que ce dont j'ai besoin uniquement. Euh, je me concentre uniquement sur les courses. La seule chose que j'achète, c'est de la bouffe, et puis voilà. Ça me coûte à peu près dans le mois 220 € peut-être, voire moins en fonction des réductions, parce que souvent ils font des réductions dans les supermarchés au Japon. Je vous conseille vraiment de faire vos courses dans des supermarchés et pas dans des combini. Les combini c'est assez cher, faut pas croire non plus. Même si c'est quand même abordable, hein. On va pas se cacher, hein. Les combini c'est vraiment, il y a que des points forts, hein. C'est super, c'est ouvert tout le temps, il y a pas mal de choix, et d'accord, c'est abordable. Mais au bout d'un moment, si vous allez tout le temps là-bas, vous allez commencer à perdre énormément de sous. Donc, faites des. Moi, j'habite à côté de 3 supermarchés, 2 combini. J'ai fait un peu le tour les premiers jours pour voir à peu près quels produits sont les moins chers en fonction des supermarchés. Il y a dans des supermarchés où certains produits sont moins chers, dans d'autres c'est un peu moins cher. Donc soit vous avez la foi d'aller chercher par-ci par-là les moins chers et les moins chers, ça vous achetez tout dans un. De toute façon, la différence de prix n'est pas énorme non plus. Donc vous pouvez choisir d'aller que dans un seul supermarché. Mais je vous conseille de vous fixer, rester dans les supermarchés. C'est vraiment moins cher qu'un combini. Voilà. Même le prix de la viande. Moi j'ai un Aeon à côté de chez moi. Le prix de la viande est pas mal. Même si, attention, on est français, hein, on connaît la viande. C'est pas la même viande, hein. La viande qu'il y a dans mon supermarché Aeon, c'est vraiment la viande. C'est pas fou non plus, hein. C'est pas de la viande de malade, hein. C'est des. Comment je peux dire? C'est des plein de petits morceaux, vous voyez, enfin je saurais pas comment vous dire, mais c'est pas, vous n'avez pas des pavés de steak ou des choses comme ça. Vous pouvez en trouver dans d'autres supermarchés, il y en a. Chez moi, il y en a pas. Dans d'autres supermarchés, il y en a, mais par contre là pour le coup, ces viandes-là sont vraiment chères. Donc moi je me concentre sur ces petites viandes-là. Elles sont pas mal, mais enfin ça fait le café quoi, donc ça va. Pour le poisson, c'est la même chose. Pour le poisson, c'est pas spécialement cher non plus. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre. Moi, mes viandes coûtent à peu près entre 300 et 400 yens. 300 et 400 yens, vous avez. Ça vous fait à peu près 1000 yens, c'est 6 € actuellement. Donc 300-400 yens, vous avez pour 3 euros, 4 €, donc ça va. Hein, ça va. Après, voilà, on est au Japon. Le Japon, j'ai l'impression que la bouffe, c'est la confrérie des nains. La bouffe est vraiment, c'est genre 100 grammes, 150 grammes. Donc vraiment, il y a pas beaucoup. Donc ouais, le problème souvent, c'est la quantité. Il y en a souvent très peu. Donc ça, c'est un peu un truc chiant. Moi, je suis pas un gros mangeur, alors ça me pose pas de problème. Mais pour les gros mangeurs, ça peut vous poser pas mal de soucis. Je peux comprendre et ça peut commencer à vous coûter assez cher. Petit conseil aussi pour des supermarchés. Par exemple, moi j'ai un Aeon, mais juste à côté j'ai un Lawson, je crois que ça s'appelle, mais c'est un supermarché, c'est un Lawson 100. Donc il y a le chiffre 100 quoi. Donc souvent ceux-là, c'est ceux qui ont des chiffres 100, ce qu'on appelle des Yakuen Shop. C'est des shops où c'est vraiment vraiment très peu cher. Donc je vous conseille d'aller toujours jeter un œil là-bas. C'est vraiment pas mal, c'est pas si cher que ça. Et vous avez des trucs pas mal. Donc voilà, je me suis un peu éparpillé sur la bouffe, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc pour le salaire que vous devriez avoir, enfin pour l'argent que vous devrez garder, je pense, si on enlève l'école, imaginons que vous avez payé votre école, donc les 6 000 € vous les avez passés. Moi, je vous conseille d'avoir quand même 10 000 € en poche après avoir payé votre école. Donc, vous avez 10 000 €, vous pouvez être assez bien. 10 000 € et quand même à 500 € par mois
pour l'hébergement, soit vous commencez à trouver un travail, mais si vous débutez le japonais, ça va être compliqué de trouver. Soit vous êtes aidé par vos parents, ce qui est mon cas pour ma première année, je suis aidé par mes parents, donc pour ce coup-là j'ai pas mal de chance. Mais voilà, fixez au minimum 10 000 euros. C'est énorme, mais malheureusement c'est ce qu'il faut si vous faites un an sans travailler. Euh, voilà. Et regardez bien aussi le prix de l'école. Le prix de l'école et le prix de la vie. Le prix de la vie il va changer en fonction aussi évidemment, comme en France, hein. En fonction de la ville où vous êtes, ça sera très cher. Ça sera plus cher. Si vous habitez à Tokyo comme moi, c'est très cher. L'immobilier est très cher. Et si vous sortez et vous éloignez un peu, ça sera certainement bien moins cher. Une fois que vous avez fait le choix de votre école, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez euh, vous lancer dans un contact, entrer en contact avec cette agence-là. Que voilà, vous lui dites quelle école, quelle école vous voulez intégrer, que vous avez vu sur leur site évidemment, puisque c'est des écoles en collaboration avec cette agence, et la période, combien de temps, 1 an, 6 mois, ça existe des cours de 6 mois, 6 mois, 3 mois du coup aussi, voire plus. Moi j'ai 1 an et 6 mois, voire 2 ans de cours, donc voilà, et ensuite c'est là que les démarches administratives vont commencer. Euh, sur le site, on va vous envoyer toute une liste de ce que vous devrez envoyer. Vous aurez besoin d'un garant si vous n'avez pas suffisamment le salaire, si vous avez moins de 18 ans aussi, il vous faudra un garant. Ou si vous n'avez pas le salaire pour supporter une année ou le temps que vous voulez sur le territoire. Moi, pour ma part, c'est ma mère qui est la garante. C'est un peu compliqué pour les garants parce que pour que votre garant soit accepté, il faut qu'il ait un salaire annuel de 10 000 euros minimum. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué d'avoir un salaire annuel de 10 000 euros. Donc oui, pour l'immigration, c'est toujours un peu compliqué ce moment-là. Vous avez pas mal de choses à envoyer, hein, je vous le cache pas. On va devoir vous faire retracer. Vous allez devoir refaire toute la liste de toutes les écoles que vous avez fait avant, depuis l'école primaire. J'ai même dû mettre mon école primaire, l'adresse et tout. Enfin, combien de temps j'y suis resté. C'était il y a un moment, enfin voilà, c'est un peu compliqué à retracer chronologiquement tout ce qui s'est passé avant. Il faudra vous envoyer tous vos certificats, vos diplômes, vos bacs, BEP, BTS, tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez montrer, vous montrez. De toute façon, vous aurez une liste, vous saurez très bien, c'est vraiment carré, hein. Vous savez exactement ce que vous devez envoyer. Franchement, avec ce site, vous n'avez aucun souci, hein. Et puis, de toute façon, si vous avez un souci, vous avez toujours un chat que vous avez et vous pouvez être en contact avec la personne qui s'occupe de votre dossier. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut faire attention et bien savoir qu'ils habitent au Japon. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 8 heures ou 9 heures de décalage. Donc quand vous envoyez un message, à 17 heures, sachez que pour eux il est minuit. Donc vous attendez pas un message directement, vous le recevrez soit le lendemain, et si c'est le week-end, le lundi. Euh, Pareil, chez nous on l'a pas, mais au Japon il se peut que ça soit la Golden Week quand vous envoyez ce message. Si vous ne savez pas, vous pouvez attendre longtemps avant d'avoir une réponse parce que c'est la Golden Week et donc ils ne travaillent pas. Voilà, donc ça, il faudra faire bien attention, hein, si vous avez une date limite et que vous envoyez un message assez tard, ça peut vous poser préjudice. Après avoir fait tout ça, vous devez attendre euh, de recevoir ce qu'on appelle un COE, donc un certificat d'éligibilité, un truc comme ça, of eligibility. Donc c'est un document extrêmement important qui va vous permettre d'avoir votre visa parce qu'on vous demande ce COE. Il y a 3 façons d'avoir le COE, enfin 3 façons maintenant au Japon de recevoir le COE. C'est soit votre école vous l'envoie en version physique, soit votre école vous l'envoie en mail, soit votre école l'a en scan. Pour les 2 derniers, c'est un peu similaire. Donc c'est là que vous commencez à remplir tout ce document pour faire votre demande de visa. Parce
que votre demande de visa, on va vous demander votre COE et tout le tralala que je vous expliquerai après. Faites très attention, le COE c'est très important, il faut bien le garder. Regardez bien que votre ambassade vous demande. Est-ce que votre ambassade vous demande une version physique uniquement, donc la vraie version du COE, ou est-ce qu'un scan c'est ok? Un scan ou une photocopie c'est ok? Pour ma part, à l'ambassade de Marseille, c'était ok. Je pouvais très bien avoir juste une copie ou un scan du COE, il n'y avait aucun souci. Par contre, si votre ambassade n'accepte pas et veut que du physique, il faudra que vous envoyiez un message à votre école pour qu'elle vous envoie la version physique. Voilà. Parce qu'il y a des écoles qui vous l'envoient en version physique et des écoles qui vous les envoient en scan ou en photocopie. Moi, mon école, c'était qu'en scan. Donc voilà, donc j'ai eu de la chance que mon ambassade accepte les scans. Voilà. Concernant les visas, pour ma part, et comme énormément d'étudiants, j'ai un visa étudiant, bien vu. Voilà, donc j'ai un visa étudiant. Pour créer un visa, vous allez devoir remplir une fiche que vous en faites pas. Gogo Nihon, si vous êtes dessus, vont vous l'envoyer. Donc il faudra la remplir. Et vous aurez un choix, au bout d'un moment, sur le type de visa que vous voulez. Il y a le visa simple, le visa multi-destination ou un truc comme ça, je sais plus. Visa diplomatique, il y a un autre type de visa, mais c'est pas cela qui nous intéresse. Pour ma part, j'ai pris un visa simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, je connais pas les autres visas, donc je me suis pas fait chier. Par contre, c'est quelque chose que j'ai du mal encore à comprendre, c'est le multidestination. Maintenant que j'ai reçu mon visa simple, je pense comprendre ce qu'est le multidestination. Cet hiver, c'est les vacances. Donc j'ai 2-3 semaines de vacances et j'aimerais bien rentrer en France pour revoir mes collègues et ma famille. Cependant, moi j'ai pris un visa simple. Donc une fois que je suis allé en l'ambassade, on va te donner mon visa. Et sur mon visa, il y a 2 dates assez importantes. On va dire le 5 septembre et la deuxième c'est le 5 décembre. Et en fait, c'est dans ce créneau-là, vous devez rentrer sur le territoire japonais. Si vous y allez après ces dates-là, votre visa il est expiré. Enfin, il marche pas. En fait, c'est pour l'activer. Vous devez rentrer dans ce créneau-là sur le territoire japonais. Le problème, c'est que du coup, mes vacances, ça sera le 25 décembre par exemple. Cette date limite sera déjà dépassée. Donc là, je suis au Japon. Si je quitte le Japon et que je rentre au Japon, ils vont me redemander mon visa, mais sauf qu'ils vont voir que le visa, la date, elle est expirée des 5 décembre, 5 septembre. Donc, faites bien attention. Si vous pensez, pendant votre période, revenir en France, essayez de viser plutôt le multidestination. Parce que, alors attention, ce que je dis est peut-être pas vrai, mais je pense que le multidestination vous permet de rentrer et sortir du territoire comme bon vous semble. Ce qui n'est pas le cas du visa simple, puisque j'ai l'impression qu'une fois que je suis rentré sur le territoire dans ces créneaux-là, je ne dois pas sortir du territoire. Je peux, si je vais à l'ambassade, renouveler un autre type de visa. Donc faites bien attention, si vous pensez revenir en France, peut-être envisager le multidestination, n'hésitez pas à appeler l'ambassade de France. C'est sûr qu'ils vous répondront, il n'y a pas de souci pour ça. Pour les visas, une fois que vous avez rempli le document, vous devrez vous rendre à votre ambassade du Japon la plus proche de chez vous. Pour ma part, c'était Marseille. Regardez bien si votre ambassade vous demande une réservation, un rendez-vous. Moi, c'était pas le cas pour Marseille. Et si vous êtes quelque part d'autre, regardez bien si on va vous demander d'avoir un rendez-vous. Donc, une fois que vous avez rempli votre document, vous vous présentez à l'ambassade du Japon dans votre ville la plus proche, dans votre ambassade la plus proche. Voilà, donc vous allez vous présenter votre document rempli, plus votre carte d'identité passeport, etc. Alors sur le site Kogonion, ils vous expliqueront mes 2 souvenirs
ça commence à faire un moment. 2 souvenirs, il vous faut une photocopie de votre carte d'identité, passeport. De toute façon, faites les photocopies de tout, c'est un conseil, faites les photocopies de tout ce que vous avez d'administratif. Ça, franchement, gardez-les bien, parce qu'on risque de vous les demander. Et là, c'est le cas pour l'ambassade, ils vous demandent une photocopie de votre carte d'identité. Et photocopie de passeport sûrement, mais dans tous les cas, faites-le, parce qu'on sait jamais. Une fois que vous arrivez la première fois à l'ambassade, ils vont vous récupérer tout ça. Ils vont vous prendre votre passeport aussi. Votre passeport, ils vont le garder, le vrai, hein, le vrai physique, ils vont vous le garder. Et ensuite, ils vont vous donner un petit ticket avec une date, avec un code, pardon, avec un code bien gardé. Voilà. Et ils vont vous dire, normalement, c'est une semaine. Dans une semaine, vous revenez à l'ambassade. Enfin, dans une semaine, ils vous le diront, hein, le temps, mais moi, ça m'a duré une semaine. Vous revenez à l'ambassade, ils vont vous rendre votre passeport et vous aurez votre visa appliqué dessus. Voilà. Donc, c'est très simple. Pour le visa, c'est pas bien compliqué, hein. Il y a juste à remplir un document, vous le passez, il vous dit de revenir plus tard, vous revenez et c'est fait, hein. Il vous rend votre passeport et voilà, c'est fait. L'hébergement. L'hébergement, euh, ça n'a pas été très compliqué à trouver. Tout simplement parce que j'utilise, j'ai l'impression de leur faire de la pub, mais voilà, Gogonion, qui va vous permettre de trouver un hébergement assez facilement, puisqu'ils sont en collaboration avec des agences d'immobilière, quoi. Donc c'est pas compliqué. Une fois que vous avez votre école, votre visa et tout, là, vous pouvez faire une demande. Il me semble que c'est à une certaine période, c'est un mois, il me semble, un mois ou un mois et demi avant que vous entrez sur le territoire, que vous pouvez faire la demande à Gogonion pour trouver un hébergement. Euh, alors comme dans tous les pays, hein, il y a différents types d'hébergements, hein. Vous pouvez très bien choisir d'avoir un appart, une share house. Enfin, il y a plein d'hébergements, types d'hébergements. Pour le coup, à Tokyo, le moins cher c'était des share house. Alors les share house c'est bien et c'est pas bien, peu importe, c'est le moins cher. Donc un conseil, commencez vos études par un truc comme ça, quoi. C'est même pas spécialement du type, hein. Alors les share house, pour ceux qui savent pas, c'est que c'est un grand immeuble, ou enfin peu importe, enfin, c'est un bâtiment quoi, avec plusieurs chambres. Donc vous avez plusieurs chambres, vous êtes avec des étrangers aussi, hein. Vous êtes avec d'autres étrangers, ça peut être des étudiants ou juste des mecs qui voyagent et qui ont envie de rencontrer d'autres gens. Donc c'est un bon moyen de rencontrer des gens, les share house. Et vous avez la cuisine partagée et les salles de bain communes. Donc voilà, ça plaît pas à certains. C'est toujours bon, je pense, de commencer par des share house parce que vous savez, quand vous commencez dans un pays et que vous connaissez personne, ça, être avec des gens autour, même si vous ne les parlez pas, hein, ça fait un sentiment de. Ça enlève le sentiment de solitude, hein. Vous avez le sentiment. Enfin voilà, il y a des gens avec vous, voilà. Donc c'est toujours sympa. Toujours sympa, ça évite d'être tout seul, de commencer ses études dans un nouveau pays tout seul, quoi. Et en plus, souvent les gens sont dans le même bateau, quoi. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est toujours sympa. Donc voilà, donc chez House, c'est pas cher. Vous rencontrez des gens, c'est les bons points. Point négatif, c'est que du coup, vous avez un peu moins de vie privée, on va dire. Je dis vie privée, mais ça va. Enfin, quand vous êtes dans votre chambre, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais juste, c'est pas chiant. Des fois, t'as envie d'être tout seul, de faire ta cuisine tout seul, et t'as des gens et tout. Enfin, je peux comprendre, tu vois. Moi, je suis un mec un peu de base, un peu du mal avec. J'ai eu beaucoup de mal à sociabiliser avec les gens que je connais pas. Donc, les share house, même si j'y suis actuellement dans une share house, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais ça m'embête pas tant que ça, hein. Juste, je fais ma vie et puis voilà, quoi. Mais voilà, si vous aimez sociabiliser, vous allez kiffer les share house. En plus, c'est le moins cher, donc si vous aimez sociabiliser, foncez. Si vous aimez pas trop
enfin c'est pas que vous aimez pas trop, si vous avez un peu de mal à sociabiliser avec les gens, essayez quand même, parce que vous risquerez d'être surpris et de tomber sur des gens. Vous pouvez vous faire des potes, même si vous avez du mal à sociabiliser, des fois ça arrive de réussir à se faire des potes malgré tout. Hein. Donc essayez. Je pense que c'est un bon compromis au début quand vous changez de pays. Commencez par une share house et ensuite, si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, moi je pense que c'est ce que je vais faire après. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, vous partez sur un appart tout seul. Mais je vous conseille vraiment de commencer par une share house au début. Voilà, donc l'hébergement, j'ai pas eu du mal à en trouver un. Ça m'a pris une journée, là, j'ai viens de trouver un. J'ai fait la demande, j'ai reçu j'ai reçu d'hébergements qu'on me proposait. J'en ai choisi un qui était pas cher et qui était proche de mon école. Voilà, et le lendemain, je l'ai eu. Voilà. Vous avez juste après un contrat à signer numériquement, pas compliqué. Hein. Il y a juste un bouton à cliquer, c'est signé le truc. Puis voilà quoi. Alors pour vous dire actuellement, si vous voulez un ordre d'idée, ma chère house actuellement, là on est le 22. On est le 22 novembre 2023. Le yen est extrêmement bas. Hein. Donc actuellement elle est vraiment vraiment pas chère. Je paye 500 euros. 500 euros, mais le problème c'est que c'est 7 mètres carrés. Là je vous fais pas de vidéo, mais mon appart est vraiment très très petit. Hein. Vraiment très très petit pour pas mal de choses à avoir, que je vous expliquerai après. Pas mal de choses à avoir quand même. Donc, donc voilà. Donc regardez en fonction de ce que vous pouvez vous permettre, d'acheter. Choisissez en fonction de ça votre hébergement et la distance avec votre école, quoi. Imaginons que vous avez réussi à avoir votre visa et que vous avez vos billets d'avion, vous avez votre école, vous avez votre hébergement, etc. C'est super. Maintenant, vous avez quand même encore de l'administratif et vous en aurez tout le temps. Je vous conseille, avant de partir au Japon, de toute façon sur Gogoni au niveau de l'environ aussi, ça c'est pas mal. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est un conseil, on sait jamais. Vous allez remplir un permis. Vous allez remplir un document qui est la permission de travailler sur le territoire. Donc ça c'est un document à faire remplir qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de pouvoir trouver du travail au Japon. Sachant qu'attention, vous avez un visa étudiant, vous ne pouvez pas travailler pour des boulots de nuit, et il y a une liste de toute façon de ce qui vous est interdit, mais vous ne pouvez pas faire tous les métiers qu'il faut avec un visa étudiant, donc il faudra faire attention. Donc ce document, il faudra le remplir au préalable avant d'être arrivé au Japon. Et une fois que vous aurez atterri au Japon et que vous arrivez au service de l'immigration, vous présenterez ce document au service de l'immigration avec votre COE. Il vous faut un COE physique. Moi ça n'a pas été mon cas, j'ai pas mon COE physique puisque comme je vous ai dit, mon école a envoyé un scan et ça fonctionne pas. Donc soit vous êtes au service d'immigration, vous avez votre COE physique et votre permis de travailler et on est bon. Si vous n'avez pas votre COE physique, une fois que vous êtes chez vous, au Japon, vous allez voir votre mairie, vous lui demandez, vous allez voir votre école, vous demandez un COE physique, ensuite vous allez dans votre mairie et vous présentez le permis de travailler et le COE, et là vous pourrez travailler. Sinon, vous attendez 6 mois et vous êtes automatiquement inscrit pour pouvoir travailler au Japon. C'est pas spécialement compliqué, donc voilà, donc c'est toujours bon à prendre, hein, même si vous comptez pas travailler, je vous conseille de le faire, on sait jamais, si vous avez une galère, si vous voyez que finalement niveau salaire ça commence à galérer et que vous cherchez du travail, ça peut toujours vous servir. Donc ça, voilà, c'était quelque chose d'assez important. Une fois que vous êtes au service de l'immigration, à l'aéroport, quand vous êtes au service de l'immigration, il y a ce permis que je vous ai dit là pour le travail, et vous allez recevoir votre Zailyu Kado. Donc la Zailyu Kado, c'est votre carte de résidence en fait. Donc voilà, donc c'est une carte à peu près de cette taille, hein,
carte avec votre vieille tête là, et inscrit, c'est une carte d'identité quoi. Donc voilà, tout simplement. Et ça, il faut la garder. Il faut la garder. C'est un peu, enfin, c'est comme le nom l'indique. Enfin, comme je vous ai dit, c'est un peu une carte d'identité, donc toujours avoir sur vous. Et cette carte est assez importante parce que une fois que vous êtes arrivé sur le territoire japonais, vous avez 2 semaines ou un mois pour inscrire sur le dos l'adresse où vous habitez. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère que tous les gens qui arrivent au Japon savent, parce que c'est pas spécialement précisé. Donc, quand vous arrivez chez vous, au Japon, vous allez à la mairie et vous allez demander d'inscrire votre adresse quoi, sur la carte. C'est assez chiant, ça prend pas mal de temps. Hein, tout ce qui est administratif, mais c'est important. Donc, si vous voulez pas vous faire virer juste parce que vous avez oublié de faire ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc après, au dos de la carte, vous aurez l'adresse de là où vous vivez. Il faudra faire ça à chaque fois que vous changez de résidence. Donc à chaque fois que vous changez d'hébergement, il faudra toujours le refaire. Toujours aller voir la mairie pour leur dire que vous changez d'appartement. Et ensuite, une fois que vous arrivez à votre appartement, vous devez aller réécrire le truc sur votre carte. Et donc, d'une pierre deux coups, quand vous arrivez là-bas, il y a ça à faire. Mais vous devez aussi vous inscrire au NHI. Le NHI, c'est l'assurance maladie japonaise qui vous permet, qui est obligatoire. Hein. De souvenir, c'est obligatoire. Et puis de toute façon, il vous la faut. Hein. Moi, je vous conseille de l'avoir parce que si vous arrivez une maladie, là, moi, j'ai attrapé le rhume et tout, donc voilà, donc ça m'aurait fait chier. Même si, honnêtement, ça m'a pas vraiment servi pour l'instant. Mais si ça s'était aggravé, j'en aurais eu besoin. Donc voilà, donc c'est comme en France, hein, c'est une assurance maladie. Voilà, donc c'est l'assurance maladie nationale, hein, donc celle du Japon, qui vous rembourse 70% de vos médicaments et de tout ce qui est et quand vous allez à l'hôpital quoi. Donc voilà. Évidemment comme en France, il n'y a pas tous les médicaments qui sont remboursés. Hein. Tous ceux que j'ai achetés, j'en ai acheté 2 et les 2 n'étaient pas remboursés. Ça m'a pas coûté excessivement cher, mais bon, c'est chiant quand même. Euh, donc voilà, donc ça c'est 2 choses importantes à faire, écrire sa carte des résidences, écrire son adresse dessus et, l'assurance maladie. Ces 2 choses, vous les faites à la mairie de votre ville. Donc voilà. Avant d'aller soit au Japon ou quand vous êtes au Japon, moi je vous conseille de le faire avant quand même. C'est d'acheter une carte SIM japonaise. Je vous mettrai le lien de celui que j'ai utilisé, qui me sert actuellement. Hein. Donc c'est un numéro de téléphone japonais qui est assez important à avoir. Que si jamais vous voulez créer une banque, enfin un compte bancaire au Japon, il vous faudra forcément ça. Quand il faudra remplir des documents, on vous demandera votre numéro de téléphone. Donc il vous faut absolument un numéro de téléphone japonais. Donc voilà, avec le site que je vous ai dit, que je vous ai mis en description, vous pouvez la commander avant votre arrivée au Japon, donc c'est toujours bien. Et en plus, elle se situe dans l'aéroport. Donc une fois que vous avez atterri, vous allez chercher votre carte SIM et hop, c'est opérationnel. Vous l'activez sur le site et voilà, tout simplement. Et puis après, c'est fini. Vous avez un numéro de téléphone japonais, c'est super. Ensuite, moi j'ai appelé ma mère. Comme je compte rester assez longtemps au Japon, j'ai demandé à ma mère de supprimer mon abonnement téléphonique de France parce qu'il coûte assez cher. Et du coup, je m'en servirai plus. Donc voilà. Donc, un conseil, faites ça. En plus, c'est pas spécialement cher le site sur lequel vous envoyez. Mais j'ai un collègue français qui habite au Japon qui a bien plus comment dire, d'internet que moi et qui paye moins cher en allant chez Docomo, je crois que ça s'appelle Docomo, je crois. Mais c'est directement au Japon, il va falloir vous mettre à parler japonais, ça peut être compliqué, donc moi je reste là-dessus pour l'instant. La différence de prix pour l'instant pas excessif, donc pour l'instant je peux me le permettre et on verra plus tard.
Donc je vous conseille d'avoir un numéro de téléphone avant d'arriver au Japon. Enfin, d'avoir un numéro de téléphone, je veux dire, de commander votre carte avant d'arriver au Japon. Comme ça, quand vous êtes au Japon et que vous venez à peine d'arriver, d'atterrir, vous avez déjà votre numéro de téléphone japonais une fois que vous êtes allé chercher la carte SIM. Donc ça c'est bon parce que pour tout ce qui est démarche administrative, vous en aurez besoin. Donc c'est et là la plus rapidement possible. Alors concernant le travail au Japon, si jamais vous faites votre permis pour travailler au Japon, euh, n'oubliez pas quand même qu'il vous faut un compte bancaire, forcément japonais, puisque on va forcément vous demander un RIB, un RIB, donc du coup japonais quoi pour le coup. Donc pour les comptes bancaires japonais, le souci c'est que la plupart du temps, la plupart des banques vous demandent d'être résident depuis plus de 6 mois, donc au minimum 6 mois sur le territoire. Euh, donc c'est un peu réducteur pour le choix de banque. La seule actuellement connue pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la Japan Post Bank. Donc la Japan Post Bank, ça va vous permettre, vous, vous accepte si vous êtes en dessous des 6 mois, vous pouvez très bien créer un compte là-bas. Le seul souci qu'il y avait de souvenir, c'est que voilà, vous aurez pas accès à tout ce qu'une banque normale peut faire. Donc il me semble que vous ne pouvez pas retirer un certain nombre de montants. Euh, Enfin, il y a quelques trucs comme ça. Donc, euh, mais en règle générale, ça reste une banque comme les autres où il vous manque simplement quelques options. Mais du moment que vous avez votre RIB, c'est le plus important. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. N'oubliez pas euh, d'avoir un numéro de téléphone japonais du coup, puisque ils vont vous demander un numéro de téléphone japonais. Euh, pour créer votre compte bancaire, ça sera obligatoire. Donc je vous conseille de le faire. Euh, pour les centres d'activité, pour tout ce qui est activité, le problème au Japon c'est que c'est assez cher. Euh, Moi je me suis relancé dans la muscu. Les salles de musculation au Japon, c'est assez cher. Hein. Ça peut taper, ça tape dans les 60-90 € par mois. Donc ça c'est cher. Pareil pour tout ce qui est sport de combat, je voulais faire du Muay Thai. Muay Thai c'est 90 € par mois. Donc j'ai pas, je pense pas me lancer dedans puisque pour l'instant j'ai toujours pas de boulot. Puisque je sais pas encore bien parler japonais. Donc j'ai pas encore un revenu. Moi j'ai pas mal de sous dans le fond, mais je préfère le garder pour l'instant euh, pour la nourriture et tout, plutôt que de m'en servir pour des abonnements du moment que j'ai pas un salaire mensuel, quoi. Donc, donc c'est assez cher au Japon, tout ce qui est activité. Vous pouvez trouver des trucs, c'est assez aberrant. Pour tout ce qui est salle de musculation, il y a quand même des centres de sport, des centres sportifs, ça s'appelle, il me semble. Vous pouvez avoir pour pas cher euh, des salles de musculation. Il me semble que juste la différence, c'est que c'est des grandes salles sportives. Enfin, c'est une grande salle avec plein de gens. Enfin, c'est pas comme des petites salles de sport. Voilà, c'est juste un centre sportif quoi. Donc il me semble que c'est pas spécialement centralisé sur la musculation. Mais en tout cas, vous pouvez avoir certains endroits avec des poids, des tractions, etc. Donc ça peut être un bon moyen d'aller dans un centre sportif. Vous pouvez en trouver pour pas cher. Il me semble que c'est dans les 30 € par mois ou des choses comme ça. Donc ça pour le coup c'est accessible. Donc pourquoi pas, c'est envisageable. Pour les études, un conseil quand même avant de vous lancer dans, dans les études au Japon dans une école, c'est quand même avant tout de connaître les hiragana et les katakana. Quand même, apprenez-les avant d'arriver au Japon.
c'est le minimum. Me concernant, j'ai déjà le niveau 5 de JLPT, donc ça va, je pouvais me débrouiller, je me débrouille un peu dans le japonais, donc ça va. Et puis de toute façon, je suis dans une école pour apprendre le japonais, mais on commence très vite, très très vite. Moi je suis dans une classe où les gens étaient du niveau 0, donc j'étais dans la classe où on commence depuis le début. Euh, je sais pas pourquoi j'ai été mis là, mais dans tous les cas, ça me fait des révisions, donc c'est pas plus mal, vous voyez. Euh, mais il y en avait qui connaissaient absolument pas les hiragana, les katakana, et c'était une galère parce qu'on commence directement en japonais. La prof parle en japonais dès le début, hein, dès le début, parle en japonais. Les cours sont directement écrits en hiragana, katakana. Il n'y a pas d'anglais. Enfin, s'il y a de l'anglais, mais pour très très peu de choses. Alors moi, mon école s'appelle Easy, hein, c'est l'Easy à Takada Nobaba, donc voilà, si jamais peut-être que c'est pas la même chose pour d'autres écoles, mais en tout cas pour la mienne c'était comme ça. Donc on commence déjà en japonais, la prof parle en japonais, c'est du katakana, hiragana dès le début. Euh, donc voilà, donc apprenez un minimum à les lire, voilà. Sachant que dès le premier cours, j'étais en mode ah ouais, c'est quand même pour des gens qui connaissent pas, faut être faut quand même être bien motivé et bien suivre, hein. parce que parce que vraiment au tout début ça peut être compliqué, hein. Donc voilà, donc au minimum hiragana katakana, quelques mots du N5, ça va vous être très utile de connaître de base le N5. Moi ça m'a servi de fou furieux. Quelques trucs, hein, je vous demande pas de passer le N5 directement, mais quelques petites notions légères, hein. Ou alors juste pas forcément de les connaître, mais enfin pas les connaître parfaitement, mais au moins au moins savoir juste un tout petit peu les bases du début, quoi. Enfin, juste simplement la particule wa, tout simplement, et les verbes, voilà. Tout simplement, ça peut vous aider de connaître cette première notion de grammaire, voilà. Mais de toute façon, de base, si on veut aller là-bas, vous savez, un minima, je pense, quelques petites notions, vous comprenez un peu quand même. Voilà, donc c'est pas pour faire peur, hein, mais si vous allez là-bas sans rien savoir, ça va vous être extrêmement compliqué, je pense. En tout cas, au tout début. Euh, Parce que je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai fait 2 ans sans être à l'école. Et donc là, c'est un peu une reprise scolaire. Donc j'avais perdu mes habitudes de d'écrire, de suivre les cours en écrivant et tout. Enfin bref. Donc si vous avez plus cette habitude de suivre comme ça peut être très compliqué. Et même sans la notion de japonais, ça peut vous être très compliqué. Donc apprenez au minimum à les lire. Voilà. Bon, on va parler d'un sujet qui fâche un peu les étrangers qui arrivent au Japon. Ce sont les poubelles. Euh, bon, il y a énormément de youtubeurs qui en ont parlé, hein. Le tri sélectif au Japon est un calvaire. Il est extrêmement rigoureux et pourtant, vous savez, finalement, le tri est pas spécialement bien fait, hein. C'est comme en France, je sais pas si vous avez vu certains documentaires, mais le tri sélectif en France, dans le fond, dans le fond, c'est pas spécialement l'écologie à 100%, quoi. Là-bas, c'est le même cas au Japon, hein, de toute façon, dans plein de pays, hein. Mais et voilà, j'ai ici une petite fiche de ma ville parce que les courriers que vous recevez, c'est souvent des courriers de votre quartier, quoi. Donc dans mon quartier, de toute façon, la manière de trier, c'est la même de partout. Mais ici, on reçoit une fiche, je sais pas s'il y a d'autres endroits, c'est ça. Vous avez tous ces types de tri. Voilà, donc ça, c'est un peu insupportable. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, une bouteille simple, là j'en ai pas sur moi. Vous savez, une petite bouteille que vous achetez dans une machine, un distributeur de boissons. Si vous voulez la jeter à la poubelle,
vous devez enlever le bouchon, bon ok, mais l'étiquette aussi, vous savez l'étiquette qui est tout autour, vous devez l'enlever et tout, enfin, c'est des trucs un peu chiants. Le ketchup par exemple, si vous avez une sauce, il faut la couper et surtout euh, dévisser et nettoyer à l'eau l'intérieur pour qu'il n'y ait plus de sauce et tout pour le jeter. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où c'est aberrant, vous voyez. Donc là, par exemple, vous voyez, par exemple, les cartons et les journaux, euh, c'est un truc, par exemple, il faut le faire le vendredi. Vous devez déposer le vendredi les cartons et tout. Euh, le plastique aussi, c'est pareil. Le plastique, ouais, voilà, le plastique aussi. Le combustible, c'est un autre jour. Vous avez un autre jour pour tout ce qui est appareil électroménager, etc. Donc, il y a énormément de choses à suivre là-dessus. Euh, En fait, le problème du tri, c'est pas de trier en soi. C'est qu'il y a souvent des procédures pardon, sur les types de produits. Hein. Comme je vous ai dit, pour la bouteille, tu peux pas la jeter comme ça à la poubelle. T'enlèves le truc, l'opercule, ça jette à un autre endroit. Et l'étiquette qui est tout autour, ça jette à un autre endroit. Et ça jette à un autre endroit. Tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais on s'y fait. Moi, dans mon appart, j'ai pas compris pourquoi finalement ils trient à moitié. Parce qu'en fait, dans tout ce qui est salle commune, euh, tout ce qui est salle commune, là pour le coup, on trie. Vous voyez, donc nous, tous les mois, on a une liste des gens qui s'en occupent. Chaque mois, c'est des gens que ça tourne. Et donc des gens qui s'en occupent, donc ils trient et ils jettent les poubelles. Mais dans sa chambre, on peut mettre ce qu'on veut dans. Enfin, on a une seule poubelle. Donc, euh, la règle veut que tu mettes ce que tu veux dans la poubelle. Enfin, tu mets tout dans celle-là. Donc, finalement, on trie à moitié, quoi. Puisque toutes les poubelles de chaque chambre, tu mets ce que tu veux dedans, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est la moitié trié, quoi. Donc, ça, c'est chiant. Euh, Sachant qu'en plus, ça changera de là où vous habitez en fonction de votre rue, ça changera les horaires. Mais moi, par exemple, de base, c'est écrit sur le contrat. Bon, les gens ne l'appliquent pas, mais de base sur le contrat, c'est sortir les poubelles. Vous devez les sortir entre 6 heures et avant 8 heures du matin. Donc, si vous devez sortir les poubelles du plastique pour le plastique, vous devez, imaginons c'est un jeudi, ça veut dire que jeudi matin, tu te lèves soit entre 6 heures et 8 heures pour aller jeter les poubelles. Bon, euh, ça peut passer quand t'as cours le matin, mais quand t'as cours l'après-midi, bon, c'est un peu chiant quoi. Mais voilà, c'est des règles un peu à avoir. Après, chez nous, en tout cas dans ma share house, il la sorte le soir parce qu'en fait, cette règle de le jeter qu'à cette heure-ci précise, c'est parce qu'en fait, quand c'est dehors, bah déjà, c'est pas beau pour les gens qui marchent dehors. Et de deux, c'est pour les corbeaux qui viennent picorer et tout, c'est chiant. Sauf que nous, dans notre ville, on a beaucoup de grosses bennes. Vous voyez. Donc finalement, tous ces problèmes ne s'appliquent plus. Donc on peut le sortir le soir et le lendemain, c'est récupéré. Quoi. Donc finalement, le tri chez nous, c'est pas spécialement chiant. Mais je peux comprendre que quand tu habites tout seul, tu dois tout trier, tu dois avoir plusieurs poubelles et tout, c'est chiant quoi. Euh, Moi, la première fois que je suis arrivé ici, j'en avais pas conscience qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait dans notre poubelle. Donc je commençais à trier dans 7 mètres carrés avec 7 types de tri. Donc ça commençait à être n'importe quoi. Donc, donc voilà, donc ça, faudra vous fassiez bien attention à ça et les règles aussi de votre hébergement sur le tri, comment ça fonctionne, parce que vous pouvez être puni de 2000 yens ou des choses comme ça. Bon, 2000 yens c'est pas spécialement cher, mais bon, c'est chiant quand même de se prendre des amendes juste parce que tu t'es pas occupé de la poubelle des salles communes. Donc voilà, donc regardez bien aussi pour les contrats et tout, comment ça fonctionne le mode de vie. Quoi. Quand vous commencez dans votre vie d'étudiant, quand vous commencez votre vie d'étudiant,
Euh, En fonction de l'hébergement où vous êtes, c'est pas forcément meublé. Dans ce que je veux dire, je sais pas ça meublé, mais la plupart du temps, votre hébergement aura forcément des tables et tout, et des bureaux et tout. Mais dans le sens où vous avez pas de bol, vous avez pas d'assiette et tout, enfin tout ça, il faut les acheter, vous voyez. Moi, dans mon appartement, de base sur le contrat, il y a écrit qu'on peut pas utiliser les fourchettes et tout qu'il y a à disposition. À la base, il y a écrit que c'est à nous de les acheter. Euh, donc pour tout ça, quand même, moi j'ai commencé en ayant acheté quelques trucs qui ça me sert, mais j'aurais pu. Non, finalement ça me sert, mais c'est assez cher. Donc un conseil, tout ce qui est vaisselle, etc. Tout ce qui est des petits objets du quotidien, achetez-les dans les Yaku Shop, donc dans les shops à 100 yens. Euh, Parce que ça va vous faire le café, et si vous restez qu'un an, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs bien, vous voyez. Enfin, ça va, c'est pas de la merde. Enfin, les 100 yens shop, on dit que c'est de la merde, mais en vrai, ça va, vous voyez. Genre, t'as pas besoin d'avoir un bol en or. Tu prends un bol simple, donc allez dans les Yaku Shop. Moi, comme je vous ai dit, moi j'achète juste ce qui m'est nécessaire, donc j'ai juste une fourchette, un couteau, une cuillère, un bol. J'ai même pas de verre, genre, je m'en fiche. Et, et, euh, et voilà, acheter tout ça dans les Yaku Shop, hein. Il y aura peut-être d'autres trucs, mais là en tête, je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Euh, un truc qui serait important, qui m'a coûté un peu cher, mais on peut trouver pour moins cher, c'est des thermos. Ça peut vous être très très utile. Quand vous vous baladez dehors, etc., pour regarder soit le liquide chaud, soit le liquide froid, enfin vous connaissez les thermos quoi. Ça c'est important, ça me suit quasiment tout le temps. Voilà, pour garder les choses au frais, c'est toujours bien. Mais sinon, en règle générale, voilà, fixez-vous toujours. Si vous voulez un objet, allez toujours voir d'abord dans un Yakuyen Shop si ça existe. Et après, vous allez autre part, mais ça vous coûtera un peu plus cher. Euh, voilà, donc ça c'est un truc que je vous conseille de faire. Yakuyen Shop tous les jours. Tous les jours, moi, Yakuyen Shop, quand j'ai besoin d'un truc, je vais Yakuyen Shop. Ça coûte que dalle et voilà. Et mon porte-monnaie me dit merci, hein, comme on dit. Hein. Il régale, hein, Hatsoul, comme on dit. Donc après, voilà, il faudra bien sûr payer votre NHI, donc l'assurance maladie que je vous avais dit tout à l'heure, et le loyer. Donc comment ça se passe? Vous recevez par boîte aux lettres, pour la NHI en tout cas, vous recevez un courrier euh, qui va, euh, qui va vous décrire le prix en tout cas moi c'était des 1, 2, 3, 4, 5, des 5 premiers mois. Enfin des 5 mois qui arrivent, combien vous leur devez. Euh, les revenus sont pas spécialement chers pour une personne. Je paye 2100 yens. En tout cas, moi, c'est 2100 yens par mois. 2100 yens, ça équivaut à 12 euros. Donc, bon, c'est que dalle. Mais en gros voilà. Ça ressemble à ça. Je vous montre pas tout parce que voilà, j'ai pas envie de montrer du contenu un peu sensible. Mais en gros, voilà, c'est comment vous décrire, c'est un peu beige avec quelques textes, avec quelques lignes rouges et quelques petits trucs rouges. De toute façon, c'est assez reconnaissable, hein. Mais en gros, vous avez une grande feuille où dessus c'est décrit tous les mois, plusieurs mois, et chaque prix de chaque mois, enfin ce que vous devez sur chaque mois, accompagné de plein de petits cartons comme ça à peu près, où chacun représente en fait un mois que vous devez payer. Voilà, donc par exemple là j'ai le mois de décembre, là j'ai le mois de novembre et j'ai les mois de janvier, février qui arrivent aussi. Voilà. Donc comment vous les payez? Tout simplement en vous rendant soit à votre mairie, soit au bureau, un bureau spécialisé pour. Bon, ça c'est pas du contenu sensible, alors je pourrais vous montrer. Si vous savez pas où est-ce que vous devez payer,
Euh, Vous pouvez prendre Google, c'est Google Lens. Attendez, je regarde. Euh, ouais, c'est ça, c'est Google Lens qui vous permet de traduire, hein, tout simplement. Ça va vous servir aussi, hein, dans la vie de tous les jours au Japon, hein, parce que vous comprenez pas tout, à traduire le japonais. Dans cette petite case là, un peu rectangulaire ici, il est écrit tous les endroits où vous pouvez payer votre enashi. Donc, euh, donc voilà, donc ça peut aider. Euh, voilà, donc vous vous rendez là-bas et vous payez. Moi, ça va être la première fois que je paye, donc j'ai pas encore tous les renseignements, mais il me semble que vous pouvez payer tous les mois à l'avance. Donc, moi là, par exemple, j'ai mes 5 premiers mois, ça me fait un total d'à peu près 10 000 yens. Je pense que quand je vais aller là-bas, je vais payer les 5 mois directs, comme ça, moi, je suis tranquille. Euh, je suis tranquille pendant les 5 prochains mois, ça sera déjà payé. Concernant votre loyer, alors là, ça dépendra de votre hébergement et de votre agence, Masha House. Euh, vous avez plusieurs choix qui sont décrits sur votre contrat, hein, vous en faites pas, ça sera bien décrit. Euh, Moi, par exemple, c'est tous les 20 du mois, je dois payer euh, mon loyer pour le mois qui arrive, quoi. Donc par exemple, le 20 novembre, je dois payer pour le mois de décembre. Et le 20 décembre, je paye pour le mois de janvier. Euh, donc comment vous pouvez payer? Vous pouvez payer par ATM. Donc un ATM, c'est un distributeur de billets, quoi. Un guichet que vous avez dans toutes les banques, quoi. Donc là au Japon, vous en avez aussi dans les combini, vous avez dans les banques, dans les combini. Donc voilà, donc ça vous permet de payer sans avoir de frais supplémentaires, parce que autrement vous pouvez payer par Flywire. Donc Flywire, c'est une application qui permet de payer d'une devise à une autre, donc de l'euro à yen par exemple, donc c'est ce que je fais. Le problème, c'est que si vous avez plusieurs moyens de payer avec, donc carte bleue, PayPal ou par transfert avec une banque, mais vous aurez des frais. Les frais sont un peu élevés, mais ça dépanne et ça évite de faire un déplacement. Si par exemple vous êtes dans un autre pays et que vous avez besoin de payer le loyer et que vous êtes pas dans le pays, quoi. Donc, euh, voilà, donc ça peut être pas mal. Moi j'utilise Flywire de temps en temps parce que je peux pas me déplacer. Je peux pas me déplacer, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc ça dépanne, vous pouvez le faire à distance, donc c'est cool. Et maintenant on va parler socialement au Japon. Donc socialement au Japon, comment ça se passe? Moi dans mon cas, moi j'ai eu de la chance parce que ma prof de dessin connaissait des Japonais euh, à Tokyo. Donc quand j'étais venu une fois en vacances, je les avais déjà rencontrés et maintenant que j'y vis, je les ai re-rencontrés à nouveau, etc. Donc voilà, donc je connais quelques Japonais. En plus, ils sont dans un groupe où ils m'ont invité, donc je connais un peu, mais vraiment un peu, hein, vraiment très peu, d'autres Japonais. Voilà, donc c'est toujours sympa. Euh, et c'est à peu près les seuls Japonais que je connais, vous voyez. Moi, je suis pas un mec qui sait parler aux gens, hein. J'ai beaucoup de mal à parler aux gens que je connais pas, des étrangers, etc. Tous les gens que je connais pas, vraiment du mal. Socialement, je suis extrêmement nul à un point où même quand moi je vais parler à des gens, c'est rare, mais ça m'arrive, je tremble physiquement des bras. Je tremble des bras. Euh, donc moi c'est un peu la galère. J'avoue que socialement c'est le seul problème que j'ai actuellement au Japon, c'est de me faire des vrais potes, quoi, des vrais amis. J'ai des connaissances que bon je les vois pas tous les jours, hein, mais voilà, j'ai quelques contacts, on va dire, voilà, des contacts, mais c'est pas des gens que j'appelle ou que j'invite nécessairement parce que déjà je sors pas spécialement, parce que dans mon voyage j'ai déjà fait ce que je voulais, donc maintenant j'ai plus grand chose à aller voir, pas grand chose qui m'intéresse maintenant que j'ai vu tout ce qui m'intéressait, donc je sors pas trop de chez moi. Pour me faire des potes, je sais pas trop, parce que, parce que pour l'instant je sais pas trop parler japonais, donc tous mes centres d'activité euh, que j'avais en France, je les fais pas au Japon du coup, parce que je suis pas encore assez bon en japonais.
Donc j'attends un peu pour ça. Donc pour l'instant, ouais, j'ai pas spécialement de vrais amis. Voilà, donc je connais quelques gens, mais sans plus, quoi. Euh, Après, euh, socialement, au niveau amour, on va dire, alors là, c'est vite réglé, hein, si vous voyez que je vous dis que socialement, je suis pas spécialement fort. Vous voyez ma tête, je ressemble à Yorick, donc je ressemble à Yorick, donc bon, je peux vous dire que je suis pas le type de gars qui est très recherché par la gente féminine, donc pour tout ce qui est application de rencontre, etc. J'ai pas un franc succès, on va dire. Voilà. Euh, mais ça, c'est pas exclusif au Japon, hein, c'est même qu'en France. Enfin voilà. Euh, à faire attention aussi si jamais vous êtes sur les applications de rencontre. Attendez-vous à ce qu'on vous ghoste beaucoup. Énormément de ghosting sans aucune raison. Juste ça les a saoulés, ils ont arrêté. Mais bon, peut-être un jour, on sait jamais. J'ai à peu près dit tout ce que je savais, tout ce qu'il faut remplir. C'est pas compliqué hein, de venir travailler, de venir ici en étant étudiant. Juste remplir les documents et vous attendez. Préparez-vous au moins 6 à 7 mois à l'avance avant votre arrivée au Japon. Ça prend énormément de temps quand même à recevoir son visa et toutes ces procédures prennent énormément de temps. Donc préparez-vous 7 mois à l'avance. Je vous conseille vraiment 7 mois à l'avance. Je vais peut-être faire des lives sur Twitch, je sais pas, je verrai. Je verrai, donc n'hésitez pas, je mettrai le lien de ma chaîne sur la description. Donc si jamais ça vous intéresse ou si vous voulez me poser des questions et que vous voulez une réponse instantanée et que vous me voyez en live, n'hésitez pas. Je pense que je serai juste là à jouer à des jeux et on parle de la vie au Japon ou de ce que vous voulez, je m'en fous. Mais voilà, donc si vous avez des questions et que vous me voyez en live, n'hésitez pas à venir. Voilà, j'en serai des petites parties. Je m'entraînerai parce que je fais un peu de jeu de combat. Donc voilà, donc je m'entraîne. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch si vous me voyez connecté et que vous voulez une réponse automatique, enfin instantanée. Si jamais vous avez la moindre question au sujet du Japon ou ce que vous voulez, ou même parler d'anime et tout, enfin, etc. Ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Vous mettez la petite cloche, vous aurez des petites notifs quand vous voyez connecté. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas. Ici, je vous ai à peu près dit tout ce que je savais, toutes les étapes que j'ai dû passer pour venir jusqu'ici. Si vous voulez des techniques ou des manières d'étudier le japonais, je pourrais peut-être vous faire une vidéo si vous voulez. C'est la première vidéo que je fais, donc ma manière d'expliquer est peut-être un peu compliquée. Je pars un peu dans tous les sens des fois, donc excusez-moi pour ça. Mais si vous voulez des manières d'étudier, je peux vous faire quelques vidéos. Elles sont pas exceptionnelles, mais c'est la manière qui me permet d'avoir, je trouve, d'excellentes notes. Hein. J'ai déjà tapé des 50 sur 50 et ma note minimum c'est 47 sur 50. Donc voilà, donc j'ai d'assez bonnes notes et je pense que c'est la manière d'apprentissage que j'ai qui est assez, pas conventionnelle, mais dans les manières d'apprendre une langue, elle est conventionnelle, mais je trouve que c'est une très bonne manière d'apprendre. Donc voilà, donc si ça vous intéresse de savoir comment j'étudie le japonais, vous me le dites en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus. Et si j'ai oublié des choses à expliquer, ou que vous avez des questions sur la vie au Japon, vous pouvez m'envoyer un message et j'y répondrai. Et s'il y en a quelques-unes, un peu plus de 5 à peu près, je referai une petite vidéo où je parlerai quelques trucs dans la vie du Japon. Parce que peut-être que j'ai oublié des trucs. Hein. Je pense avoir oublié quelques trucs, mais pour l'instant je les ai pas en tête. Donc merci de me les rappeler si jamais je vous ai pas, si je les ai pas mises dans cette vidéo. Donc voilà. Donc conclusion, la vie au Japon. Moi j'ai toujours rêvé de vivre au Japon. Hein, donc c'est pas, j'en suis très heureux hein, de cette vie au Japon. Mais juste voilà, je viens de commencer ma vie. Donc au Japon, je viens de commencer ma vie, donc je connais pas forcément des gens, donc ça c'est le seul problème que j'ai, le, la sociabilité, incapable de sociabiliser et être seul, ça peut être compliqué pour certaines personnes,
ça allait un peu pour moi. Donc, réfléchissez bien avant de faire une croix sur la vie en France, hein. C'est le fait de plus voir ses collègues et sa famille, ça peut être compliqué. Donc réfléchissez bien à tout ça. Est-ce que vous voulez vraiment rester autant de temps au Japon? Est-ce que voilà. Après c'est toujours une expérience. Donc moi je vous conseille dans le doute d'y aller. Voilà. Donc réfléchissez bien à ça et à bientôt. À bientôt.